chaste. On devrait l'interdire aux ignorants innocents, ne jamais mettre en contact avec lui ceux qui sont insuffisamment préparés. Oui, l'art est dangereux, ou alors s'il est chaste, ça n'est pas de l'art. Et est-ce que finalement aujourd'hui, quand on regarde un peu la production artistique contemporaine, est-ce qu'on n'a pas affaire à cet art chaste, c'est-à-dire destiné à ne jamais heurter les sensibilités, à ne susciter aucun débat d'idées? Tout à fait, c'est ce que j'ai compris à New York, ce qu'on appelle le politiquement correct. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90%, on peut dire un chiffre comme ça au hasard, on peut penser que 90% de l'art est politiquement correct, donc ce n'est plus de l'art quelque part. C'est que les artistes font un produit qui est vendable. On voit bien Damien Hirst, il a une expo dans les 7 galeries de Gagosian, dans les 7 galeries à Hong Kong, New York, Paris. Alors les gens qui vont à la vernissage ont un passeport, ils ont un tampon, ils ont vu l'expo de Damien Hirst, et il y a une loterie et quelqu'un peut gagner un Damien Hirst à la fin. C'est un produit, c'est du marketing pur et simple, et donc bon, la dimension spirituelle a complètement disparu, et c'est cet art-là qui tient le haut du pavé, parce que l'autre art qui parle des choses véritables, véridiques, de l'essentiel, n'existe plus. On le voit avec Jeff Koons, on voit avec tous les grands artistes. Peut-être qu'au départ, ces artistes-là faisaient des œuvres intéressantes, mais c'est devenu vraiment un produit complètement de consommation. Un produit de consommation. Voilà, malheureusement. Et nous, on se heurte à ça, parce que le marché a été complètement défoncé, démoli, puisque les seules œuvres qui se vendent, elles se vendent à partir de 50 000 à 100 000 dollars, jusqu'à des millions de dollars. Et les autres galeries ferment, les middle-size galleries, les galeries moyennes ferment parce que plus personne n'achète de l'art. Oui. Et la discussion que j'ai eue hier avec ma galeriste de Zurich, elle m'a dit qu'il y a des gens qui vendaient à 10 000 francs suisses il y a une dizaine d'années. Maintenant, ça se vend dans les marchés aux puces à 10 francs suisses. Il y a un marché qui s'est complètement écroulé et on a du mal à refaire un deuxième marché. Pour les artistes, ce qu'on appelle mid-carrière artistes, il n'y a plus de marché du tout. Ça, c'est vraiment un grave problème. Et l'art qui est vendu, c'est vraiment un produit de consommation, c'est du dentifrice, quoi. Alors, justement, puisqu'on parle de l'art et du marché de l'art, oui. Je voulais t'interroger sur le rôle de l'art et le rôle des artistes dans la société. Et alors, il est difficile de donner une définition de l'art, parce que je crois que tout le monde en a une. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, paraphrasant Fernando Pessoa, qui parlait, lui, de la littérature, dire l'art existe parce que la vie ne suffit pas? Sans doute, oui, oui. Enfin, c'est vrai pour les artistes. Puisque nous, oui, c'est vrai que on aime avoir une vie augmentée, les artistes, bien sûr. Oui, plus en profondeur, plus en richesse, plus en couleur, bien sûr. C'est la démarche de Gauguin. Oui. C'est l'exemple type de Gauguin, qui se faisait chier en Europe, c'était triste, c'était gris. Il est allé chercher son bonheur aux marquises, et la sensualité des femmes, oui. La vie, c'est aussi les femmes, c'est aussi la nourriture. Bien sûr, c'est ce que j'aime chez les Mayas. Le Clésio disait dans un endroit, dans un de ses livres, je ne me rappelle plus lequel, il disait, oh, c'est sans doute au Panama, où c'était l'endroit où les femmes étaient les plus sensuelles. C'est vrai qu'en France, les femmes, enfin entre guillemets, je ne veux pas heurter personne, mais la sensualité a complètement disparu. Et ça, c'est un problème quand même. Oui. C'est un grave problème. Pourquoi la sensualité disparaîtrait? Et pourquoi les couturiers, avec leurs robes à la con, n'arrivent pas à réintégrer une sensualité? Je pense que la sensualité a à voir avec la spiritualité. Quelqu'un qui dégage une spiritualité a une sensualité. C'est lié, si tu veux. Et l'art, c'est pareil. L'art ne peut rien dégager s'il n'y a pas de dimension intérieure dedans. Ça reste un objet fermé. Alors là, effectivement, c'est l'art en lui-même. Voyons du côté des artistes. Bon, on sait que Platon voulait bannir les artistes de sa cité idéale parce qu'il considérait qu'ils ne ferait que des illusions du réel.
À l'opposé, on avait Pierre-Joseph Proudhon, dont on peut vraiment parler ici à Besançon, qui donnait à l'artiste un rôle d'éducation du peuple, mais finalement, quand on regarde la méthode, ça a pu aboutir au totalitarisme du XXe siècle, que ce soit le néoréalisme stalinien ou le néoréalisme nazi. Quel est selon toi le rôle de l'artiste dans la société? Oui, d'avoir une pensée, dire ce que doit être l'art, c'est très dangereux. Puis ça échappe à tout format, à toute idée. Oui. Voilà. Donc partant de là, moi ce que je peux dire, c'est que je suis là pour témoigner. On est une génération particulière, on voit devant nous le monde disparaître. Et mon rôle à moi, c'est peut-être de témoigner, de dire tiens, j'ai rencontré telle fleur, j'ai rencontré tel rituel, enfin, par des images, j'ai rencontré tel personnage. C'est pour ça que je fais beaucoup d'interviews, parce que c'est une rencontre, la vie c'est une rencontre, l'art c'est une rencontre aussi. Et donc à un moment donné, j'ai rencontré Barnett Newman, j'ai rencontré Pollock, et maintenant je rencontre plutôt la dimension, les cultures indiennes, je lis beaucoup de romans hindous, j'aime beaucoup la pensée hindoue, j'aime tout ça. Et pour moi, ça se réintègre dans mon travail, c'est témoigner de toute cette diversité du monde qui est restreinte maintenant, qui est abolie par la pensée unique, par la carte de crédit, par le monde marchand. Ça me fait très très peur, parce que les gens sont tellement formatés que j'ai même plus envie de rencontrer personne, ça m'isole. Et donc forcément, dans cet isolement, je trouve une ouverture au travers de mon art. Alors justement, l'histoire de l'art montre, avec le recul bien entendu, que les artistes, et en particulier les artistes les plus importants, ont senti les évolutions du monde, qu'elles soient positives ou négatives, bien avant les autres et bien avant même qu'elles n'arrivent. Et quand on regarde, je prendrai le cas de Guernica, Michel Leiris, quand il voit Guernica, il dit Picasso nous envoie notre lettre de deuil, tout ce que nous aimons va mourir. Et ces mots qu'il écrit en 1937 vont se traduire par la Seconde Guerre mondiale et par toutes les conséquences qu'on connaît. Vers quel monde, selon toi, nous dirigeons-nous? Oui, la Seconde Guerre mondiale a été terrible, sauf qu'on s'en est remis, entre guillemets. Par exemple, il y a eu des artistes allemands, ils ont fait un travail formidable de régénération du monde. C'est des artistes comme Richter, comme Baselis, comme Kiefer, ont fait un travail important. On parle des artistes là. Oui. Et Guernica, bien sûr, nous a dit que le monde était fini, sauf qu'il s'est régénéré. Sauf que maintenant, il ne pourra plus se régénérer, 60 ans après. C'est fini. Les espèces disparaissent. La nature disparaît. Donc, notre génération est confrontée à ce problème énorme de la disparition du monde, entre guillemets. Et alors, qu'adviendra-t-il dans 100 ans? Je ne veux pas être apocalyptique, mais malgré tout, ça fait quand même peur d'être humain aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit à la radio qu'on a déjà dépassé le quota de ce que la Terre pourrait produire. On vit toujours à crédit. C'est pas possible. Est-ce que cette vision du futur, la future sombre finalement, est-ce que cette vision a une influence sur ta création? Est-ce que tu le traduis dans tes œuvres maintenant? Pas tellement. Je ne veux pas travailler dans l'angoisse. Je reçois fortement la leçon de Giono, qui a connu la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui avait participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et dans tous ses livres, il y a ces sentiments de joie et d'espoir. Et aussi de communion entre les êtres. Et moi, je veux garder cette notion d'espoir, de communion entre les êtres, ou entre les couleurs, entre les formes, tu vois. Je veux vraiment être un esprit dionysiaque, entre guillemets, tu vois, de fertiliser, je veux fertiliser le monde. C'est une belle expression, fertiliser le monde, oui. Oui. C'est aussi le rôle des œuvres d'art, sans aucun doute. Il y a une citation de Barnett Newman que je trouve intéressante. Il dit qu'il faut repartir de l'origine de l'art comme si la peinture n'avait jamais existé. C'est très radical comme approche, mais est-ce qu'elle correspond à ta conception de la création? Tout à fait, j'ai compris ça chez les artistes américains, parce que pour eux la peinture c'était la peinture européenne. Et bien sûr, ils étaient
ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'en détachent. La plupart d'entre eux étaient des Européens qui étaient venus justement après la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient venus à New York rencontrer cette effervescence artistique. Ils ont compris qu'il fallait sortir de la peinture, justement. Et là, il ne parle pas tellement de l'origine préhistorique de l'art, mais il parle de détruire la peinture en tant qu'objet peint dans les musées. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui disaient qu'il faut brûler les musées, bien sûr, parce que c'est le développement de la culture, ce sont des pensées qui s'accumulent. C'est comme la philosophie. Et donc, si tu pars d'un mec qui a une pensée fausse, comme Pascal, Descartes ou Nietzsche ou que sais-je, cette pensée s'accumule et les défauts s'accumulent au fil du temps. Donc, autant revenir à zéro, faire tabula rasa et dire ce qu'on a envie d'exprimer. Bien sûr, on ne peut jamais revenir à zéro. Mais le plus proche possible du zéro absolu, et boum, tu dis, moi je suis ça, et je veux faire ça, et je vous emmerde. Et bien sûr, ça fait du bruit. Oui. Mais comme Pollock, on voit bien qu'il est parti à zéro. Et je vous emmerde, je passe sur ma toile, je pisse dessus, et j'accule, et je vous encule même. Alors, oui, il a pissé dans la cheminée de la femme Guggenheim à une soirée à Noël. Elle l'avait invité, il a pissé dans la cheminée. C'est ça les artistes, on vous emmerde, on fait ce qu'on a envie de faire. Oui. Justement, sur ce rôle des artistes et de l'art, je vais reciter Picasso, mais parce que je trouve que c'est très intéressant. Picasso affirmait « Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. » Quand il disait ça, il ne faisait pas nécessairement référence à Guernica, il faisait référence à l'ensemble de son œuvre. Que penses-tu de cette conception d'un art qui serait un instrument de guerre offensive et défensive? C'est tout à fait exact, oui. Oui. C'est la vie qu'on défend, oui. Et je vais revenir sur une anecdote, j'avais fait une exposition au Plaza Hotel à New York, et j'avais emmené des grands papiers, et une dame qui était très intéressée par l'œuvre, ah c'est bien, mais je ne pourrais pas mettre ça dans ma cuisine. Mais je dis, vous ne pourriez pas mettre un Picasso non plus dans votre cuisine, pour revenir à ta citation, qui est exacte. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens, la bourgeoisie achète de l'art pour mettre dans leur cuisine. Et l'art, on ne peut pas le mettre dans sa cuisine. On ne va pas mettre un carré blanc sur fond blanc dans sa cuisine. Parce que c'est autre chose. Ni au Mondrian. À moins qu'on a une affiche de Mondrian. On doit voir l'expo Mondrian. Oui. Voilà. Mais sinon, on passe à côté de la dimension spirituelle où on ne met pas un Giotto dans sa cuisine. Parce que c'est pas l'endroit. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est où se situe l'art? Est-ce qu'il est dans les musées? Dans les centres d'art contemporain? Non. On va dans les fracs, on a envie de gerber, on a envie de se flinguer. L'art n'est plus là. Oui. Donc la place de l'art, pour moi, c'est un grave problème. Et c'est peut-être sur Internet. Peut-être que l'art a sa place là maintenant. Peut-être. C'est un nouveau moyen de diffuser les idées. Bien qu'on ne vende absolument rien. Mais peut-être c'est le seul moyen parce qu'on a toujours, les artistes ont toujours trouvé des solutions pour diffuser leur travail. Donc peut-être que c'est là le seul net, je ne sais pas. Mais justement, quel regard portes-tu sur l'art contemporain aujourd'hui? Oui, il est assez, je dirais carrément méprisant. À part quelques artistes comme James Turrell, je ne connais pas assez l'art contemporain parce que je ne peux pas aller dans une grande foire et tout. Mais des fois, je vais à Bâle et je sors de là, je suis complètement estomaqué du vide sidéral, du manque de contenu et du manque de courage un peu. Oui. Oui. Mais justement, comme tu parles de Bâle, alors quel est cette fois-ci le regard que tu portes sur le marché de l'art actuellement? Oui, ben, pour moi, c'est un art qui détruit plus il détruit les choses, vraiment. Pour moi, hein. Parce que je n'y suis pas dans le marché. J'aimerais bien y entrer, parce que peut-être que ma vie sera plus facile ou non, j'en sais rien. On ne sait pas. Tu sais, il y a des artistes qui tournent, et peut-être que leur vie n'est pas plus facile, pour autant. Quand on voit les niveaux de prix qui sont pratiqués, Oui. Dans les ventes publiques par exemple, bon, on a un peu l'impression que cet art sur le marché est devenu hautement spéculatif. Quel est ton avis sur cette question? Oui, ben c'est une réalité, oui. Les gens achètent pour spéculer, oui. Oui, on voit même des banques ou des organismes financiers qui achètent un oui. Picasso ou qui achètent une œuvre d'art contemporain pour les enfermer dans un coffre de banque, plus Bien ou sûr, moins. oui. Et à des prix
effet domino. Mais c'est le plus gros investissements qu'on puisse faire là, puisque en quelques années tu peux décupler ton investissement. Oui. Donc tant mieux, ça procure de l'argent certain, ça fait tourner des galeries, les artistes ont des assistants, les artistes vivants ont des assistants, bon, il y a tout un business derrière, ils publient des livres, tant mieux pour eux, mais il y a beaucoup d'artistes qui souffrent, au contraire, il y a beaucoup d'artistes qui meurent de faim, donc c'est ça le côté sombre de l'histoire. Oui. Dans ton imaginaire, si tu devais réunir quelques œuvres d'art, toute époque, tout artiste confondu, pour te créer, alors non pas un musée imaginaire, parce que la définition de Monroe est beaucoup plus complexe que le sens de ma question, mais un petit musée idéal chez toi, quelles seraient les œuvres que tu choisirais? Oui, sans doute un shunga japonais érotique, au hasard comme ça, une murale égyptienne, un vase maya, je trouve qu'ils sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques. Oui. Et une statue aztèque, ah oui, c'est une grande énergie. Un Vermeer, un Giotto, un Rembrandt, l'homme à l'escalier qui est au Louvre. J'aime beaucoup ce tableau. Oui. Sans doute en papier découpé de Matisse. Oui. Et puis, je ne sais pas, les masques chamaniques de la côte ouest, ah oui, oui, oui. Oui. Tous les masques chamaniques. Ah, je suis subjugué par la beauté, par la grandeur de ces œuvres. D'ailleurs, André Breton les collectionnait. Ce sont des masques d'une intelligence incroyable. Ouais, ouais. Et puis quelques dessins d'Artaud, oui, enfin bon, les bleus d'Yves Klein, bon, enfin, c'est énorme ce que j'aime. Mais ouais, j'aime. Et puis bien sûr, les dessins préhistoriques des grottes. Oui, les dessins préhistoriques. Ouais, par exemple, le dessin de la grotte de Pêche-Mer, là, avec ce tracé digital au plafond, il faut penser que cette œuvre a été faite collectivement, c'est-à-dire que les dessins ont été faits au fil des millénaires, des années, quoi. Et cette œuvre collective m'impressionne énormément. J'aime beaucoup ce qui dépasse l'individu pour entrer dans la collectivité. C'est ce qu'on ressent dans mon travail. J'aime mettre ensemble des œuvres faites par différents artistes à différentes époques.
En fait, contrairement à beaucoup d'artistes, tu écris sur ton art. Et ces textes démontrent que tu as une démarche qui est intellectuellement très élaborée. En quoi considères-tu nécessaire ce travail d'écriture? C'est-à-dire qu'il est nécessaire parfois parce que j'ai pas d'argent, c'est une réalité, j'ai pas d'argent pour travailler. Comme par exemple en 2 ans, c'était en, je ne sais plus quelle année exactement, peut-être 2000, je sais plus, 2014, 2015, j'avais plus d'argent pour produire, donc j'ai écrit ce texte Influence qui est important, et je me suis mis à écrire parce que, encore une fois, c'est important de témoigner. J'aime bien faire les deux, mais bien sûr, le plaisir est plus énorme, on peut pas dire ça, plus jouissif en travaillant la couleur, quoi. J'aime bien la matière de l'encre, de la peinture, mais j'ai grand plaisir à écrire également, et aussi d'ajouter des images dans mon texte. Et puis, bien sûr, on peut parler un peu de la philosophie, des démarches différentes, comment les hommes, à une certaine époque, pensaient. Par exemple, la pensée bouddhiste, tu peux difficilement la mettre en œuvre par l'image, à part John Cage, qui a fait des œuvres où il faisait des grands papiers qui faisaient 5-6 mètres de long, il prenait de l'encre et il avait avec un grand balai comme ça, c'était le passage de la vie, et à la fin, l'homme disparaît, la présence disparaît, et ce sont des très belles œuvres, mais la pensée bouddhiste, à part pour les Japonais qui sont impliqués dans cette pensée, pour moi c'est très difficile de mettre ça en œuvre. Oui. Voilà. Ouais. Alors, il y a une réelle cohérence, je trouve, entre tes textes et tes travaux plastiques. Et surtout, ce qui, d'une certaine manière, surprend dans tes textes, c'est qu'ils sont parfaitement lisibles. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais on voit tout de même que souvent, les artistes, alors encore plus les philosophes, les critiques, les historiens, lorsqu'ils parlent de l'art des autres, ont un langage pratiquement ésotérique, pratiquement abscon, et qui d'ailleurs rebute le grand public qui voudrait les aborder. Pourquoi as-tu choisi d'échapper à cet hermétisme, cette tentation de l'hermétisme dans tes textes, en mettant l'ensemble des textes à la portée, finalement, du lecteur? Je n'essaye d'échapper à personne, c'est pas ma personnalité. Je suis vraiment quelqu'un de terrain. Vous pensez quand même que j'ai élevé des chevaux, et chaque jour j'allais entraîner mes chevaux. Chaque jour, il fallait que je m'occupe d'un poulain. Et je suis dans la réalité objective du quotidien. Et mon travail aussi, c'est pareil, la sérigraphie, je suis mon corps. Donc mon corps est très présent dans le travail. Donc si tu es présent avec ton corps, tu ne peux pas aller dans la pensée en niant le corps. Et je pense que dans mon écrit, mon corps est très présent également. C'est peut-être la présence du corps qui est importante. Oui, oui. Oui, qui donc rend à l'écriture une grande clarté. Mais je l'espère. C'est très gentil ce que tu dis sur mes écrits, et je l'apprécie particulièrement, parce que ça me semble évident. J'aime pas écrire pour des gens qui ne comprennent pas, mais peut-être que c'est le cas, je ne sais pas.